Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de la série Rencontres du podcast Passion médiéviste. Dans ces épisodes, je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge par leur métier, sans forcément être des chercheurs, même si parfois ils sont chercheurs aussi, mais qui transmettent le goût pour l'histoire et surtout pour l'histoire médiévale. Je le dis tout de suite, je ne suis pas dans mon appartement comme j'enregistre d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux. Ça résonne un peu plus que d'habitude. Il y aura peut-être des petits bruits, je m'excuse d'avance, mais vous allez voir, le contenu va tellement être intéressant que vous n'allez même pas faire attention aux petits bruits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Armentia. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je te reçois parce que tu es guide conférencière. On va surtout te parler de ça. Et tu es aussi, en fait, doctorante en sociolinguistique. On en parlera aussi. Mais je te reçois aujourd'hui parce que les visites guidées, on en a tous et toutes fait un jour, voilà, que ce soit dans un lieu, que ce soit dans un musée. Et tu es vraiment peut-être aux premières loges pour la transmission de l'histoire avec tout type de public. Donc j'avais envie de parler de ça avec toi aujourd'hui. Première question vraiment d'introduction. Comment t'es venu ton goût pour l'histoire ? J'ai pas l'impression d'avoir un jour pris un goût pour l'histoire. Ça s'est fait, je suppose, naturellement. C'est une matière qui, je pense, est très présente dans l'éducation et notamment dès le primaire, en fait. Et au primaire, je pense que justement... Enfin, moi, mon souvenir, c'est qu'on a fait du Moyen-Âge, on a fait les châteaux forts. J'ai fait une sortie à Carcassonne avec la classe. J'en ai pas de souvenir, mais j'ai une... Enfin, je me souviens qu'on y a été. J'ai pas vraiment de souvenir de sur place, mais j'ai une photo et je sais pas, mais ça m'a toujours... j'ai toujours eu cette fascination pour Carcassonne, par exemple. Petite, je regardais beaucoup les dessins animés Disney, donc j'avais les princesses Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant notamment, que j'ai beaucoup regardé, même si c'est très... c'est pas du tout du vrai Moyen-Âge, mais c'est influencé. Voilà, ça influence et ça nous donne ce goût pour la période. J'étais aussi très fan de Robin des Bois, donc le dessin animé avec les animaux, d'une part, et d'autre part, une série Ultra Z, franco, je sais pas trop quoi... très nulle, mais avec mon frère, on était très très fans. Je crois que ça passait sur M6 quand on était petits. Alors, pas du tout réaliste pour un sou, les costumes en latex, Marianne en cuir avec un fouet, enfin... mais... T'es sûr que c'était une série un peu bizarre, hein ? Oui, non mais quand je l'ai re-regardé il y a pas si longtemps sur YouTube, c'était quand même très particulier, très naze aussi, mais... Voilà, c'était Robin des Bois, il y avait Marianne. Moi, j'étais fan de Belle Marianne et je m'appelle Marie. Et petite, pendant un temps, je crois que mon prénom préféré, c'était Marianne. Parce que j'étais fan de Belle Marianne, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que dans cette série, elle avait ce côté où elle faisait partie de la bande, elle se battait avec les autres. Donc, un côté pas du tout historique, rapport au texte, mais plus attrayant peut-être, voilà, pour une gamine qui a envie quand même de bouger un peu. Voilà, on montait dans un arbre chez ma grand-mère. Et je m'imaginais que j'étais dans le camp de Robin des Bois et qu'on pouvait sauter sur les cavaliers imaginaires de Nottingham qui passaient en dessous. Voilà, c'est un peu... voilà. Et une fois que tu avais ce goût pour l'histoire, comment tu es venue à devenir guide conférencière ? Comment on devient guide conférencière ? Alors, comment on le devient ? Je pense qu'il y a des parcours très variés. Moi, c'est très pragmatique. C'est que j'étais pas du tout partie dans ça à la base. J'ai toujours adoré les langues. Et j'étais en fac de japonais et je savais pas quoi en faire parce que je voulais être prof et en fait à l'époque il y avait pas de CAPES, enfin bon c'était un peu compliqué. Et en L2, ma mère a commencé à me faire comprendre que même si j'avais des très bonnes notes, au bout d'un moment il allait peut-être falloir transformer ça et que si je reste juste dans des études qui me passionnent mais que ça mène à rien en soi ou que ça m'apprend pas quelque chose de concret peut-être, enfin voilà, qu'il fallait quand même se projeter. Et en fait, j'ai feuilleté avec mon copain à l'époque, qui est mon mari maintenant, une brochure de l'ONICEP, Les métiers des langues. Je crois qu'on a lu toutes les fiches métiers, et dans mon souvenir, c'est peut-être totalement romancé, mais dans mon souvenir, c'était la toute dernière fiche métier, un peu comme dans les films. Guide-interprète, on le lit, et là, je crois que j'ai fait, mais c'est ça, je sais pas. La fiche m'a convaincue. Comme quoi, ces fiches peuvent être utiles quand même. Comme quoi, voilà. Alors, généralement, en visite, quand on me demande pourquoi j'ai voulu être guide, je réponds, et souvent les gens comprennent pas la blague. Il y a juste une petite fille, une fois, qui a complètement compris ma blague, qui est pas très drôle, mais c'est parce que je suis bavarde. Voilà. Mais c'est tout simplement, c'est vrai, il faut aimer parler. Enfin, voilà. On parle toute la journée, enfin, en tout cas, pendant tout le service, on va dire. Il faut aimer parler, il faut aimer transmettre. Et à la base, je voulais être prof, en fait. Il y a beaucoup de choses en commun entre prof et guide, et en même temps, il y a beaucoup de choses différentes. Et pour le moment, je me retrouve plus dans les aspects guide que prof, notamment en termes de public, par exemple. Je pense qu'une grosse différence entre prof, notamment prof en maternelle, primaire, collège, lycée, c'est que en face,
On a des gens, il y en a qui aiment bien ce qu'on fait, et puis il y en a, ils sont là parce que de toute façon, l'école, pas le c'est choix, obligatoire, ouais. ils n'ont pas le choix. Les touristes, généralement, je dis pas qu'ils sont tous à 100% passionnés par ce qu'on leur raconte, mais généralement, dans la plupart des cas, quand même, ils ont fait le choix de venir, ils ont généralement payé pour une prestation, ils ont sélectionné une prestation. On part avec un public déjà un peu plus acquis à la cause et plus attentif, et qui va peut-être plus interagir, poser des questions. Et une fois que tu t'étais dit, voilà, c'est ça que je veux faire, est-ce qu'il y a des étapes pour devenir guide conférencière, des diplômes, je sais pas? À l'époque, il y avait 4 grades. À l'époque, tu diplômes. parles de quand est-ce que tu as commencé? J'ai passé mon diplôme en 2012, si je dis pas de bêtises, et c'est pile l'année où il y a eu la réforme, en fait, justement, des statuts. Donc, à l'époque, moi, j'ai passé un diplôme pour être guide interprète national en 2 langues, enfin, français et anglais, allemand, donc 2 langues étrangères. Faut pas me demander de faire des visites en allemand. Voilà, j'avais un petit niveau à l'époque parce qu'on en a fait beaucoup et qu'on s'est entraîné, mais depuis, c'est mort. Et à cette époque-là, il y avait 4 statuts différents pour être guide. Et ils ont fait une réforme pour tout fusionner. Donc maintenant, il y a un statut qui est guide conférencier. Il faut un minimum... Alors du coup, je suis moins calée sur les aspects maintenant. Mais a priori, il faut un minimum un bac plus 3 qui permet de valider donc certains types de bac plus 3 ou des options dans des masters de type patrimoine notamment. Mais surtout, c'est que c'est une profession qui est réglementée où normalement, une fois qu'on a ces diplômes spécifiques, on demande une carte de guide conférencier en préfecture qui nous autorise à exercer. Ça, c'est pour pouvoir exercer dans les monuments historiques, dans les musées nationaux. Par contre, pour guider sur la voie publique depuis 92, c'est n'importe qui peut le faire. Il y a beaucoup de tensions dans le monde, dans le milieu. Depuis 92, il y a des tensions. Ah oui, c'est très très tendu du coup. Non, mais voilà, ces derniers temps, il y a beaucoup de tensions. Je sais pas si c'est le bon mot. Entre les personnes plutôt un peu libérales qui font ça sans forcément être réglementées et les guides conférenciers, c'est ça? Voilà, et aussi par rapport aux tarifs, parce que un des problèmes de notre métier, c'est un problème de reconnaissance en fait. C'est vrai que c'est une activité qui est souvent saisonnière. Et c'est vrai que du coup, on travaille pas forcément toute l'année en continu, mais d'un autre côté, moi, l'été, quand je travaille, je peux faire 3 semaines sans jour de pause parce que je suis indépendante. Et puis par contre, l'hiver, je vais pas bosser pendant 4 mois d'affilée. Donc c'est particulier. Mais du coup, on a cette représentation que guider, c'est pas un métier dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on fait à l'année, qui est stable, etc. Et beaucoup de gens, souvent, ont un peu cette image que c'est un peu un job étudiant ou qu'on fait ça à côté de ses études, qu'on fait ça à côté d'autres choses. Et c'est renforcé par le fait que de plus en plus, maintenant, avec toutes les formes un peu démocratiques de tourisme et de consommation de la culture, il y a beaucoup de choses qui se développent qui sont très peu chères, qui sont gratuites, alors que nous, derrière, comme on en vit, on est obligé de mettre des tarifs que les gens, du coup, ne comprennent pas souvent. Donc il y a ce genre de choses. Et le fait que notre précaré, entre guillemets, soit l'intérieur des monuments historiques, donc des églises, par exemple, et les monuments nationaux, mais que dans la rue, pour une visite de ville, n'importe qui peut le faire. Et du coup... il y a notamment tout ce qui s'appelle les free tours, qui sont free, mais pas tant que ça, parce qu'après, ils commandent un pourboire et les gens se retrouvent parfois à payer plus cher en pourboire qu'ils n'auraient payé en ticket dans un office de tourisme, par exemple. C'est les côtés un peu techniques, mais ça fait que, voilà, pour être guide, il y a plusieurs moyens. Et je crois que maintenant, il y a... Alors, je sais pas si c'était passé, mais je sais qu'on peut aussi demander une sorte d'équivalence quand on a un master, même si c'est pas du tout en histoire, patrimoine ou quoi que ce soit. Si on a déjà un peu une expérience sur le terrain, plus un certain niveau d'études, je crois que maintenant on peut demander à avoir la carte également. Et toi, du coup, tu es à Bordeaux seulement ou il t'arrive d'aller ailleurs? Moi, je tourne sur la Gironde d'une manière large, même un peu à l'extérieur. Ça dépend vraiment des touristes, des demandes. En fait, je travaille pas mal avec les croisières qui viennent à Bordeaux, donc beaucoup avec des clients anglophones, principalement américains, australiens, anglais. Et dans ce cas, ça arrive qu'on les suive. En fait, donc à Bordeaux, on a 2 types de croisières qui viennent. Il y a les paquebots, donc là généralement ils restent entre une demi-journée et 3 jours et on fait des excursions pas trop loin parce que c'est souvent à la demi-journée. Et après il y a des croisières fluviales qui restent une semaine, généralement ça va de 5 à 10 voire un peu plus jours. Et dans ce cas-là ils font un peu le tour de la Gironde et l'avantage c'est qu'en fait ici on a donc la Garonne à Bordeaux, la Dordogne à Libourne par exemple et qui se rejoignent et qui deviennent l'estuaire de la Gironde. Et ça fait qu'on a un rayon à peu près 1 heure en voiture de Bordeaux ou en car. Et donc eux, ils font la croisière. Tous les jours, ils sont dans un port différent, ils naviguent en journée, en nuit. Et nous, on les rejoint sur place tous les jours pour guider, ce qui fait que nous, on est basé à Bordeaux ou en Gironde en général. Mais on peut faire la semaine entière avec eux, tout en restant à la maison le soir. C'est assez, moi, je trouve ça assez confort.
Et du coup, moi je guide à Bordeaux, mais aussi à Saint-Émilion, à Libourne, à Saint-Macaire, petit village médiéval, Cadillac, Pauillac, on fait les vignobles, on accompagne dans les châteaux. Après, dans les châteaux ou dans les monuments, souvent c'est des guides locaux qui prennent le relais, donc nous on fait plus l'accompagnement, on va introduire par exemple la région, et donc nous on va plutôt faire l'introduction par exemple dans le Gard, on les accompagne. Moi, je fais attention quand je connais déjà un peu le guide ou généralement ce qui est dit sur place. Parfois, je me dis, là, peut-être qu'on peut rajouter avant telle ou telle précision pour ajouter un peu plus de contexte parce que ce sera plus simple. C'est le côté médiateur aussi entre les cultures, comme j'ai l'habitude de ces clients qui sont donc, voilà, américains, australiens. J'ai un peu l'habitude à force de ce qu'ils peut-être connaissent ou ce qu'ils comprennent ou les références qu'ils ont. Et à l'inverse aussi, une fois qu'on a quitté le monument, c'est moi qui suis avec le groupe le temps qu'on revienne au bateau, par exemple. Et là, on peut aussi apporter des compléments pendant la visite si on s'est rendu compte qu'il y a peut-être un point qui a mal pris ou peut-être mal été compris. Ou s'il y a des questions. Ou alors des questions, enfin voilà, donc des choses comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis vraiment dans la vulgarisation, parce que là, on est sur des personnes souvent, même si c'est des personnes qui font des croisières, donc qui sont plutôt aisées, par exemple, la culture française, l'histoire de France spécifiquement et de la région de Bordeaux en particulier, enfin, ils connaissent généralement peu. Et ils n'ont pas du tout les mêmes références, par exemple, des Australiens ou des Américains. Quand ils voient un monument du XVIIe siècle, parfois ça leur paraît « Waouh, c'est vieux !» et parfois je leur dis « Oui, c'est vieux !» Et en même temps, nous en France, il y a des villes où on a beaucoup de bâtiments du XVIIe, donc oui, on trouve ça ancien. Et on est habitué, c'est notre quotidien. Et donc, par exemple, quand on va dans la citadelle de Blaye, qui est Vauban, je leur dis, Vauban, on en a partout, donc en tant que Français, c'est vieux, oui, on se rend compte que, voilà, mais il y en a partout, tout le monde a déjà vu, tout le monde a déjà visité une citadelle Vauban ou vu un documentaire à la télé sur ça, c'est pas étonnant. Mais dans la citadelle, il y a les ruines d'un château du XIIe siècle. Et c'est vraiment des ruines. Et là, je leur dis, ok, XIIe siècle, là, ok, c'est vieux. Il y a ce côté un peu qu'on n'a pas le même rapport au passé. Je comprends totalement. C'est assez intéressant. Il y a quelques années, j'étais allée à San Francisco et c'était à l'époque où je faisais mon master d'histoire médiévale et je travaillais sur un manuscrit du XIIIe siècle. Et là, à San Francisco, je me dis, mais là, mon manuscrit, il est plus vieux que tout ce que je vois autour de moi. Enfin, tout ce que je vois autour de moi a quoi, 250, 300 ans max environ. Et est-ce que tu fais des visites en japonais ? Parce que tu disais au début que tu avais fait des études de japonais, ou est-ce que c'est comme l'allemand, tu l'as un peu oublié ? Non, alors j'ai fait une licence et un master de japonais. Au milieu de mon master, c'est là que j'ai eu mon diplôme de guide en fait. J'ai un peu fait une césure dans mon master pour faire mon diplôme de guide. Et ma licence pro de guide était à Rennes en fait, il n'y en avait pas en Aquitaine. Et là-bas, une de mes profs de guidage qui était guide travaillait à Saint-Malo et surtout au Mont-Saint-Michel. Et c'était l'époque avant les attentats de 2015 en fait. Alors je sais pas comment c'est maintenant, mais avant les attentats de 2015, il y avait vraiment énormément de touristes japonais. C'était vraiment le site numéro 1 pour les Japonais. Et donc, comme je parlais japonais, ma prof m'avait dit « Marie, faut travailler au Mont-Saint-Michel ». Et moi, au début, j'étais « Oui, mais moi, je suis de Bordeaux ». Mon copain, ma famille, tout le monde est à Bordeaux. J'avais pas du tout l'intention de rester. Puis en fait, elle m'a rencardée avec une collègue. Donc, j'avais l'offre de job avant même d'avoir techniquement validé le diplôme. Finalement, on s'est dit avec mon copain que c'est souvent considéré comme un bon tremplin quand on est guide, d'avoir commencé au Mont-Saint-Michel. C'est un peu l'usine à gaz, mais d'un autre côté, ça veut dire que derrière, on a de l'expérience, on sait gérer des groupes, des choses comme ça. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et j'ai fait 2 ans où je guidais quasiment exclusivement en japonais, tous les jours. Wow. 2 fois par jour en moyenne, 5 jours par semaine. Et pour le coup, le Mont-Saint-Michel, c'est principalement du Moyen-Âge, donc j'avais complètement zappé ça. Mais voilà, j'ai beaucoup potassé le Moyen-Âge, principalement l'architecture médiévale et les pèlerinages. Et justement, là, c'était intéressant puisque les Japonais, là aussi, choc culturel, n'ont pas du tout forcément les mêmes références que nous. Et en fait, c'est arrivé que donc au Mont-Saint-Michel, le lieu dédié à Saint-Michel, qui est l'archange qui a terrassé Lucifer et qui terrassera le dragon de l'Apocalypse, mais les deux sont un peu des éléments miroirs l'un de l'autre, etc. En France, je pense que quand on dit à un Français, même s'il n'a aucune culture religieuse, c'est un archange qui terrasse le dragon, les gens comprennent généralement. Oui, on arrive à visualiser. On voit. Oui, parce que quand même, le dragon, c'est le mal, et puis on sait que bon, il y a Dieu, il y a Satan, même si on n'a pas les détails. Dans certaines cultures asiatiques, mais visiblement pas dans toutes, les dragons sont des créatures positives. Et quand on leur dit sans contexte que Michel terrasse le dragon, parfois ils disent « mais pourquoi ?» Voilà, et ça on s'en rend compte sur place, parce qu'on savait pas avant. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut pas être préparé à tout. Et au niveau culturel comme ça, qu'un jour on nous dit « mais en fait pourquoi il terrasse le dragon ?» Et jusque-là on se rend compte qu'on racontait à tout le monde qu'il bute un dragon. Et peut-être qu'ils se sont demandé pourquoi et qu'ils n'ont pas osé demander. Et donc là, on se dit, alors du coup, ok,
peut-être qu'avec certains groupes, il faut contextualiser. Je comprends totalement. D'ailleurs, si ça intéresse, j'ai fait au moins 2 épisodes consacrés aux dragons au Moyen-Âge et on parle justement qu'au Moyen-Âge, parfois, le dragon pouvait avoir des images positives, mais effectivement, en général, c'est négatif. Effectivement, je comprends que là, tu dois un petit peu t'adapter aussi à ton public pour expliquer ça. Oui, là, c'était surtout, je pense, le dragon, mais même, je sais pas, l'architecture gothique, par exemple. Bon, on va pas se mentir, même avec des Français, si on veut parler du gothique, on repart des bases. Mais disons que peut-être que les Français ont un peu plus le gothique comme référence en image. Voilà, les Japonais vont être beaucoup plus impressionnés par tout ce qu'ils voient, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la culture de la pierre aussi, du bâti en pierre au Japon. C'est un pays qui est traditionnellement construit en bois. Déjà, et en plus comme ils ont beaucoup de tremblements de terre en fait, ça n'a aucun sens de construire massivement en pierre, etc. Et ils ont une culture de la reconstruction aussi qu'on n'a pas du tout en Occident. Et du coup, voilà, un bâtiment qui est là en pierre pour certaines parties depuis le 8e siècle, c'est pas du tout le même rapport, je pense aussi, au patrimoine, à l'histoire, à notre environnement que les touristes français, par exemple. Et ces visites, tu en fais notamment bien sur l'histoire médiévale, et tu fais notamment des visites spéciales. Et quand tu m'as contacté, c'est ce que tu m'as dit, et je trouve ça bien sûr très intéressant, sur Aliénor d'Aquitaine, qu'on connaît bien dans la région de Bordeaux, forcément. Je le redis doucement, donc reine de France, puis reine d'Angleterre, voilà, une femme qui est très souvent mise en avant quand on parle des grandes personnalités des femmes du Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur cette grande personnalité du Moyen-Âge en particulier ? Encore une fois, je sais pas vraiment comment ça m'est venu, c'est un personnage qui me fascine, je saurais pas trouver les origines particulièrement. Je pense qu'elle est, dans tous les cas, elle est, je pense, très intéressante et elle fascine assez facilement quand même. C'est une très grande dame, un destin, duchesse à 14 ans, reine de France à 17 ans, reine d'Angleterre à 32, 34, je sais plus. Elle a vécu plus de 80 ans, ce qui pour l'époque est pas mal, sachant qu'elle a quand même eu 10 enfants, ce qui aussi, bon, pour l'époque est relativement, enfin peut-être pas standard, mais enfin je veux dire, on est sur quelque chose de pas étonnant. Mais quand même 10 enfants dont la plupart ont bien vécu aussi jusqu'à l'âge adulte. Elle est très bien placée partout. Exactement, la première grand-mère de l'Europe avant Victoria. Et puis une femme de pouvoir, de poigne, qui se laissait pas faire. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai toujours été attirée particulièrement vers le Moyen-Âge, même si je me suis jamais spécialisée dans le Moyen-Âge, en fait. Et quand je suis rentrée guidée à Bordeaux, Bordeaux, c'est principalement une ville du 18e. Le gros de Bordeaux, le centre-ville, c'est une ville qui a été reconstruite au 18e. C'est fascinant. Je me suis beaucoup intéressée du coup au 18e pour ça. Mais moi, ce qui me manquait un peu, c'était un quartier vraiment médiéval. On n'a pas de maison à pans de bois, on a très peu de restes du rempart, on n'a plus le château médiéval. Quand j'étais en Bretagne, à Nantes, bon, d'accord, oui. C'est plus la Bretagne administrative, mais à Nantes, ils ont le château des Ducs de Bretagne. C'est un de mes monuments préférés. Tu es dans un podcast où on dit que Nantes est bretonne. Hein. Donc voilà, j'ai été plusieurs fois à Nantes, mais à chaque fois, j'adore aller au château des Ducs de Bretagne. Et à Bordeaux, on avait le château des Ducs d'Aquitaine, le palais de Lombrière. Il a été rasé. Ah zut, pourquoi? Mais a priori parce qu'il tombait en ruine et que... Oh là là, quel dommage. Voilà. Il a servi de parlement après la guerre de 100 ans et ensuite de prison à la Révolution notamment. Et je crois qu'il était moyennement entretenu. Et bon, ils ont fini par, dans mon souvenir, le dézinguer. J'avoue que je ne me rappelle plus de tous les détails. Aujourd'hui, par rapport à Bordeaux, il était où ? Pour ceux qui connaissent Bordeaux, il était au niveau de la place du Palais, qui est au niveau de la porte Caillot, qui est une des 2 portes médiévales conservées. Ouais. Et donc, je pense que rapidement, je me suis raccrochée à Aliénor pour avoir un truc médiéval à raconter, en fait, d'un côté. En lisant sur Aliénor, je l'ai trouvée passionnante. Et du coup, souvent, ma visite de ville pour l'office de tourisme, par exemple, commençait donc au niveau de l'office de tourisme et je finissais à la cathédrale, qui est... Alors, c'est pas dans cette cathédrale qu'elle s'est mariée, parce qu'elle a été reconstruite depuis, mais c'est l'endroit où elle a été mariée la première fois, quand elle s'est mariée avec le futur Louis VII. Donc, lieu d'évocation, on parle du mariage. Et donc, là, je m'étais mise à faire un peu la biographie romancée d'Aliénor, un côté où généralement, j'ai 5 minutes pour finir la visite. Donc, j'ai 5 minutes pour faire d'Aliénor un peu la conclusion en apothéose de la visite. Ça fonctionnait généralement plutôt bien, en mettant l'accent sur quelques points spécifiques de sa vie. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et donc après, quand on a commencé à se dire il faudrait peut-être avoir un peu ses propres produits, ses propres visites à proposer, des visites thématiques, je me suis dit, c'est parti, Aliénor. Et qu'est-ce que tu proposes comme visite un peu spéciale autour d'Aliénor ? Alors j'ai 2 visites qui sont en fait plus des balades évocatrices, dans le sens où c'est pas des visites guidées où ça va pas être pendant 2 heures. Alors là, Aliénor s'est assis ici et a dit nanana. Tu commentes pas forcément la ville. Sachant qu'elle a grandi à Bordeaux, mais dans le palais de Lombrière qui n'existe plus. Et ensuite, elle n'a pas passé beaucoup de temps dans sa vie à Bordeaux. Je veux dire, quand elle était reine de... Alors déjà, duchesse d'Aquitaine, c'était quand même plus Poitiers que Bordeaux, sa capitale. Reine de France, elle était à Paris. Reine d'Angleterre, elle a beaucoup tourné, mais je veux dire, elle n'était pas spécifiquement à Bordeaux.
Donc c'est plus une évocation avec des lieux significatifs pour elle ou pour des choses qu'elle a faites qui ont mené à quelque chose d'important sur tel ou tel lieu. Donc c'est le même circuit pour mes 2 visites thématiques, mais avec une approche différente. J'ai une visite qui est une sorte de relecture féministe, même si on pourra en parler, faut faire attention aux anachronismes, mais voilà. Et l'autre, j'appelle ça Game of Aliénor. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de dire que c'est Aliénor qui a inspiré les romans ou la série, parce que j'ai très peu fait de recherche sur les origines sur l'auteur et ses inspirations. Je sais que c'est beaucoup la guerre des 2 roses et les Tudors. Plus côté Angleterre, ouais. Voilà, mais bon, après, les Tudors, c'est voilà. c'est les descendants des Plantagenets, donc on s'y retrouve. Mais c'était plus le fait que quand je regardais la série, il y avait régulièrement des endroits où je me disais, mais attends, mais en fait, certes, c'est très sanglant, très sexuel, très machin, mais en fait, il y a des épisodes dans l'histoire réelle qui sont très sanglants, très olé olé, tout ce qu'on veut. Et en fait, dans la vie d'Aliénor, il y en a beaucoup. Et en fait, on peut retrouver des éléments d'Aliénor un peu dans plein de personnages, plein de situations. Et donc, encore une fois, le but, c'est pas de dire que c'est Aliénor qui a inspiré, mais c'est plutôt, si vous kiffez Game of Thrones, franchement, vous allez peut-être kiffer la vraie histoire. Regardez Aliénor d'Aquitaine, c'est pas très différent. On avait une réflexion parmi les guides de savoir qu'on a aussi une réputation parfois d'être un peu chiant, dans le sens où le titre déjà guide conférencier, les gens parfois entendent plus conférencier que guide et imaginent un prof de fac et un prof de fac d'histoire avec tous les stéréotypes du prof de fac d'histoire, donc je pense que ça peut te parler aussi. Genre un vieux monsieur derrière son pupitre qui égrène des dates et des noms d'une voix monotone et qui ne cherche pas du tout à s'adapter à son public, etc. On embrasse tous les professeurs d'histoire médiévale, bien sûr. J'ai pas du tout eu des profs comme ça en plus, mais on sait qu'il y a ce cliché pour les profs et pour les guides. Et donc, on essayait, avec l'association des guides de Bordeaux, de savoir comment casser cette image et montrer que, moi, je suis guide depuis que j'ai, 23 ans, quelque chose comme ça. Et à 23 ans, on n'a pas l'impression d'être une vieille croulante chiante quand on parle d'histoire. Et comment est-ce que tu prépares, comment est-ce que tu écris et que tu choisis tes visites ? Alors, ça fait partie des questions difficiles. Non, j'ai pas l'impression d'avoir de process. Je lis des bouquins, éventuellement je regarde des émissions, ça peut être très varié. Là, pour Game of Thrones, c'était plutôt je binge-watch Game of Thrones et je prends des notes quand je me dis « Ah, Aliénor, elle a fait ça, tiens !» Et en parallèle, je lisais un peu une biographie d'Aliénor, donc ça me permettait de trouver des comparaisons. Et après, je suis une grosse procrastinatrice, donc généralement, j'attends un peu le dernier moment pour faire une espèce de crush time pour écrire. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de process à ce niveau-là, et je pense que ça dépend un peu de chaque visite aussi. Je suis plutôt, malgré tout, même si c'est des visites thématiques, mais je reste sur une démarche de vulgarisation. Et donc, ça dépend. Je vais aller chercher des détails, mais par exemple, je vais pas, moi, aller faire des recherches en archives. J'ai des collègues qui font ça pour préparer des visites. J'ai pas ce côté-là, je ressens pas forcément le besoin, parce que je vais rester sur plutôt vulgariser ce qui a déjà été cherché et mis en forme par d'autres personnes, par des historiens, par des chercheurs, etc. Donc voilà, plutôt lire des bouquins, voir ce qui est déjà écrit, prendre ce qui m'intéresse et donc faire le lien avec l'angle que j'ai choisi, donc soit Game of Thrones, soit pour l'autre visite. Donc je parlais du féminisme. L'idée, c'est pas du tout d'être anachronique et de dire par exemple que Aliénor était une icône féministe ou je sais pas quoi, parce que ça fonctionne pas comme ça. Mais l'idée, c'est plutôt... Alors, je suis désolée, j'ai un gros problème avec les noms des gens. Je retiens très bien les personnages historiques et les dates. Je retiens pas du tout les contemporains et les auteurs des bouquins que je lis pour mes recherches. D'accord. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé ces dernières années, je ne saurais pas dire depuis combien de temps, que j'ai vu à travers le travail d'une de mes profs de fac, Cathy Bernard pour le coup, je me rappelle, c'est ma prof, et qui ont tendance à essayer de casser ce qu'on appelle la légende noire d'Aliénor d'Aquitaine, qui est que déjà à son époque, elle a été un peu bâchée par les chroniqueurs contemporains, à tort ou à raison, et c'est parfois un peu compliqué de savoir à quel point ils avaient raison ou à quel point c'était une instrumentalisation politique. Il y a eu des moments où elle dérangeait, donc peut-être qu'on écrit des choses pas forcément vraies, ou peut-être qu'on écrit spécifiquement des choses pour lui faire du mal. C'est compliqué parfois de savoir ce qui est vrai ou pas dans ces écrits-là. Oui, son histoire, on la connaît parce que des personnes l'ont écrite. Donc forcément, c'est toujours une question importante en histoire, et avoir en tête que c'est toujours une question de point de vue. La notion de vérité en histoire est très complexe aussi par rapport à ça. Il faut parfois lire entre les lignes. Donc il y a ça d'une part, et derrière, il y a toute une tripotée d'historiens
alors historiens avec des guillemets, hein, mais enfin, ça dépend peut-être des époques, etc. Des hommes. Des hommes, exactement. Et notamment, je suppose, là, j'ai pas de détails, mais des historiens probablement, notamment au 19e, qui est une époque qui elle-même, déjà socialement, est très misogyne, et du coup, où on va avoir cette idéologie dans la société qui va être retranscrite potentiellement dans la manière dont on interprète les événements. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans justement la manière dont ma prof, Cathy Bernard, à l'Université Bordeaux-Montaigne, nous présente un peu ça. Pour moi, ce que je ressens quand elle fait des conférences, des choses comme ça, c'est qu'elle présente Aliénor. Le but, c'est pas de dire que Aliénor, c'était quelqu'un de trop bien, ou c'était une martyre, ou ou c'était une icône, ou je sais pas quoi. C'est juste, si on enlève un peu le facteur du genre, c'est-à-dire si on la présente sans dire que c'est une femme, duchesse, en son nom propre, non pas l'épouse du duc, mais c'est bien elle qui portait le titre. Reine consort, mais elle avait quand même très envie d'influencer son mari sur la politique. Et bon, d'ailleurs, elle prenait assez mal quand il n'écoutait pas ou quand il l'envoyait un peu bouler. Reine d'Angleterre, donc reine consort, elle a régné de temps en temps. Quand il partait en guerre, c'était elle qui le laissait quand même pour gérer les affaires. Et pour le coup, elle a eu beaucoup plus d'influence probablement au niveau politique sur Henri, qu'il écoutait en tout cas au début de leur vie de couple, que sur Louis. Et en fait, elle a peut-être eu des amants, peut-être pas. Enfin là, il y en a aucun qui est avéré, c'est pas impossible, c'est pas non plus sûr. Qu'elle en ait eu ou pas, en fait, son mari Henri, il en a eu aussi. Il avait une maîtresse officielle, il l'a à moitié désavouée. C'était complètement... Voilà, mais les hommes avaient le droit de le faire, les femmes n'avaient pas le droit. En fait, elle se comportait, pas forcément de la même manière, mais on pourrait dire qu'elle se comportait de la même manière qu'un homme à son époque. Et si on enlève la question du genre, elle se comportait comme une personne de son statut. Duc, roi, régnant, personne très influente. Et dans sa famille, elle idolâtrait peut-être... idolâtrait, je sais pas si c'était le bon mot, mais son grand-père, Guillaume IX, duc d'Aquitaine, premier troubadour de l'histoire. Il écrivait des chansons, oui, troubadour, l'amour courtois. Enfin, il a aussi écrit des chansons plus ou moins de cul, des chansons guerrières. Et enfin voilà, et elle a grandi dans ça. Où elle a grandi dans cette culture où son grand-père, c'était la superstar de l'époque. Son grand-père, donc il était marié à sa grand-mère, ça paraît logique. Il l'a trompée avec son autre grand-mère. Enfin, voilà. Par exemple, c'est avec cette image, cette idole de grand-père qu'elle a grandi. Donc, on imagine un petit garçon derrière qui grandit avec cette idole et qui se comporte exactement comme elle à l'époque. Personne va aller nous dire « Oh là là, mais... On va pas dire que c'est quelqu'un de bien. On va juste dire ils étaient tous comme ça à l'époque. Ils avaient tous des maîtresses, ils faisaient tous la guerre, ils étaient tous impétueux. S'ils décidaient un truc, c'était pas forcément politiquement justifié, mais parfois, ils le faisaient quand même parce qu'ils étaient énervés. Il y avait de l'émotion, ça. Voilà. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment juste d'essayer de déconstruire cette image des femmes. Et juste de dire, en vrai, Aliénor, voilà, je dis pas du tout que c'est la meilleure personne du monde. Franchement, elle avait l'air d'avoir un caractère abominable, d'être très fière, mais au sens où ça va trop loin. Mais par son statut voilà, aussi. D'être orgueilleuse, elle aimait le luxe. Elle s'engueulait avec Louis parce que Louis, c'était le roi moine. Et elle aimait les bijoux. Elle lui disait, quand on est roi, ça se voit. On se trimballe pas habillé en clochard parce qu'on fait pénitence. Je conseille pour ça totalement l'épisode de la chaîne YouTube Confession d'Histoire, notamment un qui est consacré à Aliénor d'Aquitaine, où voilà, bien sûr, c'est une version romancée, mais on voit très bien qu'effectivement, elle, en fait, voilà, qui vient d'une cour de troubadours, qui vient du sud, quand elle a rencontré le petit futur Louis VII, là, qui était un peu plus austère, il y a eu un gros choc des civilisations à ce moment-là. Bon, elle est en espagnol, mais j'ai 2 collègues qui ont fait... Je te donnerai le lien si tu veux, parce que j'ai plus les détails en tête. Une vidéo, justement, d'une interview en mode talk show d'Aliénor, pareil. Marie, j'ai vu que aussi, en plus de ton métier de guide, tu l'as dit, tu es aussi en thèse de linguistique sur l'occitan à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Sur quoi porte ta thèse ? Alors ma thèse, elle est financée par un organisme public, l'Office public de la langue occitane, qui vise à promouvoir l'occitan et principalement auprès des jeunes publics pour essayer d'augmenter la transmission de la langue et la socialisation de la langue, donc l'utilisation de la langue dans la société. Eux, ce qui les intéressait là spécifiquement, c'est de savoir comment motiver les gens pour inscrire des enfants en cours d'occitan à l'école en fait. Et donc moi, je vais travailler sur les représentations sociales de l'occitan dans le milieu de l'enseignement, donc principalement chez les parents et les élèves qui apprennent l'occitan et qui n'apprennent pas l'occitan, pour savoir est-ce qu'il y a des représentations positives sur lesquelles on pourrait jouer. En fait, pourquoi les gens s'inscrivent et est-ce qu'on peut essayer d'agir en utilisant ces motifs-là pour motiver d'autres personnes. Et à l'inverse, ceux qui ne s'inscrivent pas, est-ce qu'il y a des trucs qui sont vraiment bloquants, peut-être des représentations sociales négatives, pour justement savoir comment venir casser ces représentations sociales négatives pour encourager les gens à s'inscrire en cours d'occitan pour que la langue puisse survivre d'une part, et pour que les personnes qui la parlent encore et qui veulent la parler puissent avoir plus d'occasions. C'est-à-dire si on augmente le nombre de locuteurs, ceux qui la parlent déjà auront plus d'occasions de l'utiliser.
Et est-ce que tu utilises ton travail de thèse pour tes visites ou pas du tout ? Alors non, sachant que la thèse c'est assez récent, ça fait depuis janvier que j'y suis. Par contre, c'est l'inverse en fait, je suis un peu arrivée par cette thèse grâce justement au Moyen-Âge et à l'Occitan, on va dire, dans le sens où c'est justement... En fait, j'en suis venue à apprendre l'Occitan à la fac, tout simplement parce que, donc je reviens encore, je suis désolée, je suis pas sûre qu'elle va apprécier que je parle d'elle autant, mais ma prof d'Occitan, Cathy Bernard, en fait, c'était le séminaire de formation des guides de l'Office de tourisme de Bordeaux, qui a lieu tous les ans en février. Et elle était venue faire une conférence sur Aliénor, donc justement cette conférence, un peu de relecture, entre guillemets, de la vie d'Aliénor. Et elle m'a complètement passionnée. Et après, elle expliquait qu'elle était prof de littérature médiévale occitane et prof d'occitan à la fac. Et moi, je me suis dit, comme je continuais mes études l'hiver, parce que l'avantage, c'est comme j'ai dit, la saison, c'est avril-octobre. Et du coup, novembre-mars, ça correspond à peu près à la fac. Donc, moi qui aime bien apprendre, je faisais fac l'hiver et guide l'été, en gros. Mais je tiens à préciser que j'étais guide qui étudie et pas étudiante qui fait la guide. Et donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas aller dans ces cours pour en apprendre plus sur la littérature médiévale, donc elle travaille sur les troubadours, etc. Et puis apprendre l'occitan. Et c'est comme ça que du coup, je me suis rentrée dans l'occitan. En plus, ça coïncidait avec l'ouverture d'un parcours plurilinguisme en sociolinguistique dans le master de sciences du langage, etc. Ça s'est bien goupillé et du coup, ça m'a... Mais je pense que si j'avais pas eu ce truc de me dire, tiens, je vais apprendre l'occitan, je serais probablement pas du tout dans cette thèse actuellement. Et ça a été grâce à la conférence sur Aliénor. Bon, Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes activités et faire des visites avec toi si on est de passage à Bordeaux ou dans la région ? J'ai un Facebook, ça s'appelle Les Tours de Marie, et j'ai un Instagram, ça s'appelle aussi Les Tours de Marie. Et à Bordeaux, qu'est-ce que tu proposes comme d'autres visites à part sur Aliénor ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je propose pas une programmation pour des individuels, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir m'acheter un ticket à 12 € pour une visite tel jour à telle heure. Par contre, on peut me réserver pour des groupes, en fait. Donc, ça va être pour des tarifs de groupe, auquel cas, en fait, il faut que vous me contactiez donc, sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une fiche sur le site de l'Association des guides d'Aquitaine. Donc, c'est là que j'ai mis un peu en description mes visites. D'ailleurs, je crois que c'est pas totalement à jour. Comme je travaille principalement, en fait, avec les offices de tourisme et quelques agences, je cherche pas spécifiquement à démarcher des publics individuels. Donc, en fait, je fais pas vraiment de com sur ça. Par contre, si vous me trouvez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me demander des visites. Donc les thèmes que j'ai de spécifiques, c'est Game of Aliénor, ça dure 1h30. Aliénor, alors je l'ai appelé Aliénor à l'épreuve du temps et des hommes, celle sur le côté un peu féministe. J'ai une visite qui n'a rien à voir sur l'histoire du shopping et de la mode à Bordeaux. Oh, trop cool. Voilà, donc ça c'est pas tellement médiéval, c'est plus axé 18e, 19e, mais sur un peu l'histoire du costume, les évolutions de comment on créait le costume, comment on le vendait et du coup où est-ce qu'on l'achetait en fait. Et après, je peux faire des visites plus généralistes en fait de Bordeaux, généralement. Le classique, c'est Bordeaux en 2 heures. Et là, c'est en fonction de où est votre hôtel, où est-ce que c'est pratique pour vous d'arriver en tram. Et je fais un circuit de 2 heures où il y aura généralement les monuments principaux, la cathédrale, le grand théâtre. Et puis après, faut surtout pas hésiter, quand vous contactez un guide aussi, à dire si vous avez des attentes spécifiques, s'il y a des choses que vous aimez particulièrement. Et surtout que on n'hésitera pas forcément, ça dépend des guides, mais on n'hésitera pas forcément à vous renvoyer aussi vers un collègue qui est peut-être plus spécialisé ou qui a vraiment un produit spécifique sur ce sujet-là. Donc ça, faut pas hésiter aussi. Merci beaucoup Marie Armentia. Voilà, je trouve ça très intéressant de rencontrer quelqu'un qui fait son métier et je suis sûre peut-être que ça a intéressé des gens. Peut-être que des gens vont se dire mais tiens, c'est ça que je veux faire comme métier. Tu vas peut-être créer des vocations. C'est ce que je souhaite. En tout cas, si vous passez à Bordeaux, vraiment contactez Marie parce que forcément, ça peut que vous intéresser. Encore une fois, je vous dis, je remets tous les liens de ce dont on a parlé sur la description de l'épisode. Sur le site passionmédiéviste.fr, je mets un article en lien avec chaque épisode où là je remettrai aussi toutes les informations. Et bien sûr, n'hésitez pas, si l'histoire médiévale vous intéresse, à écouter les autres épisodes. Alors, les épisodes de la série Rencontres, j'ai eu plein d'autres métiers différents. Par exemple, le dernier avant celui-ci, c'était avec Guillaume Meuriste sur son roman aussi sur le Moyen-Âge. Mais j'ai eu aussi une conservatrice, Louisa Torres. J'ai eu un maître verrier. Et donc, si vous connaissez ou si vous-même avez un métier où vous parlez du Moyen-Âge, vous traitez du Moyen-Âge et vous transmettez sur le goût pour le Moyen-Âge et que je n'ai pas encore traité ce métier, eh bien, envoyez-moi un contact. Sur le site passionmédiéviste.fr, il y a un onglet contact ou alors par Facebook, par Twitter, par Instagram, n'hésitez pas. Et auditeurs, auditrices, bien sûr, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de Passion médiéviste sur le Moyen-Âge. Je commence à en avoir fait pas mal, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!